Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde consacré à l'élection présidentielle au Burkina Faso. Ce dimanche 22 novembre, le Burkina Faso organise des élections couplées, présidentielles et législatives. 13 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême dont le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Dans un contexte sécuritaire sous haute tension, on en parlera, l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique et sociale et sécuritaire du pays. Des hommes intègres en compagnie de mes invités. Il s'agit d'Ousmane Paré, journaliste, rédacteur en chef à Radio Omega. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et Paul Miki Rwamba, journaliste, directeur de la rédaction de la radio Ouaga FM. Bonjour. Oui, bonjour madame. Et merci d'être présent. Messieurs, on va revenir sur un peu quelques points d'histoire pour mieux connaître le Burkina Faso. Ancienne colonie française, la Haute-Volta obtient son indépendance le 5 août 1960. Mais le nom actuel du pays, à savoir le Burkina Faso, date du 4 août 1984 sous la présidence du révolutionnaire Thomas Sankara, qui signifie la patrie des hommes intègres. Alors qu'est-ce qui a motivé cette décision de la part de feu Thomas Sankara et quelle est la symbolique en fait de ce choix? D'abord, le choix de ce nom, donc Burkina Faso, l'objectif était simple, c'est de rompre avec la colonisation, parce que c'était le principal objectif de la révolution, et couper tous les liens qu'il y avait entre le Burkina, la Haute-Volta d'alors, et puis l'ancienne puissance coloniale, la France. Donc ça passait d'abord par le nom du pays, donc Haute-Volta, qui devient le Burkina Faso, et en même temps cette volonté d'unir, en tout cas de donner plus de contenu, plus de valeur aux langues nationales. Donc vous avez Burkina Faso, deux langues justement nationales les plus parlées, donc qui ont été mises en exergue. Il s'agit donc du Moré, le Burkina, et puis Faso, donc la patrie, donc qui est du Djoula. Donc c'est un peu cet objectif qui était recherché par les révolutionnaires, encore que dans la forme, la dénomination donc du Burkinabé, l'homme qui vit sur le territoire le territoire burkinabé. Donc on nomme Burkinabé avec une troisième langue, la langue la plus parlée, le Peul. Donc c'est une forme de réappropriation de l'histoire du pays? Oui. Évidemment, c'est une réappropriation de l'histoire du pays parce que Thomas Sankara, une année après sa prise de pouvoir, s'est posé une question. D'où vient le nom Haute-Volta? C'est un nom qui rappelle la colonisation, c'est un nom qui rappelle la France. D'ailleurs, le nom est en français, la Haute-Volta. Donc il s'est dit que ça n'a aucune signification pour notre pays, c'est pour ça. Étant donné qu'il était attaché aux valeurs traditionnelles du pays, étant donné également qu'il était attaché à l'intégrité, qu'il en a fait d'ailleurs l'épine dorsale de sa gouvernance, donc il a décidé évidemment qu'il faut débaptiser le pays pour l'appeler désormais Burkina Faso. Et comme Paris l'a expliqué, c'est effectivement un nom tiré donc des langues nationales. Burkina Amoré, Faso qui veut dire Burkina qui veut dire intégrité, Amoré, Faso qui veut dire la patrie, évidemment en langue djoula, et Burkinabé, le suffixe nabé qui veut dire justement, qui est du fulfulde, qui veut dire donc appartenance donc au pays des hommes intègres. Donc voilà donc comment est-ce que le nom a été changé, et je pense d'ailleurs qu'il a été bien inspiré, fait le président Thomas Sankara, d'avoir justement ce nom qui est un beau nom d'ailleurs, et même si jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Burkinabé c'est un nom qui est invariable, on est burkinabé homme, on est burkinabé femme, et ça s'écrit de la même manière. Donc, c'est comme ça que le nom a été changé pour adapter effectivement, non seulement aux langues nationales, mais aussi à la valeur d'intégrité que fait le président Thomas Sankara voulu donc imprimer à la gouvernance. Donc, il faisait tout sous forme d'intégrité, sous la forme d'intégrité, sous la forme également de la transparence dans la gestion notamment des affaires de l'État. Et vous aurez remarqué que pendant les 4 années de gouvernance, cette valeur est restée intacte jusqu'à son assassinat. Alors justement, Thomas Sankara est devenu une icône dans le monde entier, au même titre que Che Guevara. Ils sont rares sur le continent à jouir d'une telle réputation, peut-être à l'exception de Nelson Mandela. Il semble être une figure emblématique pour le monde entier, mais qu'en est-il au Burkina Faso? Est-ce qu'il est autant idolâtré? Oui, Thomas Sankara, c'est le même, aussi bien ici au Burkina qu'ailleurs dans le monde. Peut-être qu'il y a eu une période assez difficile sous le régime de Blaise Compaoré où des voix tardaient, en tout cas des voix ne s'élevaient pas suffisamment. Mais on a tous ressenti l'amour que les gens ont pour Thomas Sankara avec l'insurrection de 2014. Parce que ceux qui sont sortis sont ces jeunes-là qu'on a appelés les enfants de Thomas Sankara. Donc ils sont sortis, la plupart c'était à l'effigie de Thomas Sankara, le poing levé comme Thomas Sankara. D'ailleurs, la personne qui va pouvoir en
tout cas rassembler ces jeunes qui sont sortis pour chasser Blaise Compaoré, pour se faire élire d'abord président et par la suite donc se faire nommer Premier ministre Isaac Zila. Il a joué beaucoup sur cette image de Thomas Sankara. Parce que quand il est arrivé à la place de la nation, c'est ce qu'il a fait. Il a levé le poing et il s'est adressé à la foule justement comme Thomas Sankara. Donc l'image est restée pour dire que c'est quelqu'un qui continue encore de mobiliser. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes, vous avez beaucoup de personnes, vous avez beaucoup de chercheurs justement qui s'intéressent à ce que Thomas Sankara a fait. Donc ce n'est pas seulement à l'extérieur du Burkina. Mais je pense que cela peut se justifier et par aussi la dynamique qu'il a imprimée à la gouvernance. Et Miki on va parler tantôt donc d'intégrité, c'est surtout ça, la valeur. C'est aussi ce qu'il a eu à faire en peu de temps en termes de développement donc, du pays. C'est sous lui que le Burkina a atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est en quelques années seulement. Il y a eu beaucoup d'investissements, surtout dans le social. Donc il y a eu aussi ce bond qui a été fait au niveau de l'économie. Et le dernier élément, c'est naturellement aussi son assassinat. Donc, vous savez, quelqu'un comme ça qui meurt dans ces conditions et il est arrivé au pouvoir à 33 ans, donc il est parti environ à 37 ans. Jeune de rien, on est tenté de le dire, ben on s'est dit que c'est un messie. Donc, en plus du nom du pays, en plus de la gouvernance, que reste-t-il encore de l'héritage de Thomas Sankara pour les Burkinabés? Alors là, c'est une très bonne question. C'est une question que nous-mêmes, on se pose aujourd'hui parce que, comme Paris l'a dit, c'est vrai que c'est un ancien président qui a idolâtré aussi bien au Burkina qu'à l'étranger, puisque nous-mêmes, quand nous voyageons, souvent quand nous disons nous venons du Burkina, très souvent, on cite le nom de Thomas Sankara. Le pays de Thomas Sankara, c'est une référence. Ici au Burkina, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui se revendiquent de Thomas Sankara. Il s'agit d'une génération qui n'était même pas née au moment où l'ancien président était au pouvoir, mais à force d'avoir appris de lui, à force d'avoir suivi ses films, à force d'avoir écouté ses discours, on finit justement par comprendre qui était Thomas Sankara et les gens sont d'accord avec la forme de gouvernance qu'il avait imprimée. Maintenant, pour votre question, qu'est resté de l'idéal Thomas Sankara? C'est une grosse question que l'on se pose. Nous avons parlé ici de la façon dont l'ancien président est adoubé par la jeunesse, par la population, mais malheureusement, le modèle de démocratie que nous avons, les dirigeants, la classe dirigeante qui est venue après lui, est un peu aux antipodes de ce qu'était Thomas Sankara. On ne va pas ici faire le procès de quiconque est tenté d'être jugé parti, mais c'est vrai que la mort, l'assassinat de Thomas Sankara plane toujours. Est-ce que le peuple burkinabé a réussi à dépasser cette affaire? Ou est-ce que ça les passionne? Ou est-ce que c'est important pour la population d'avoir une réponse à cette question? Qui a tué ou qui est à l'initiative de son assassinat? Les Burkinabés veulent avoir la réponse. Et vous savez, chaque fois qu'on parle du procès de cette affaire-là, donc affaire Thomas Sankara, chaque année, donc le jour de son assassinat, et les gens se mobilisent et les gens continuent de poser le problème. Chaque fois au niveau de la justice, la question est là. Et encore qu'il y a une grosse pression même sur les avocats. Les gens se demandent est-ce qu'ils sont toujours dans la même dynamique que depuis le début de l'affaire. Donc c'est un sujet qui préoccupe encore les gens. Il suffit de poser la question. Aujourd'hui, avec ces élections, on parle par exemple pour la réconciliation, on parle du retour de Blaise Compaoré. Et la question qui divise, c'est justement ça. Il vient pour répondre de cette affaire, ou bien à son retour, on va oublier ce qui s'est passé. Donc c'est un peu ça le point de discorde pour dire qu'aujourd'hui encore, les gens veulent savoir concrètement ce qui s'est passé et les gens veulent surtout que les responsables, les commanditaires de cet assassinat puissent être sanctionnés à la hauteur justement de leur forfait. Mais donc on suppose que c'est vraiment un assassinat politique? Oui, un assassinat politique parce que dans cet assassinat, la question que l'on se pose, c'est de savoir à qui a profité le crime. Et le crime a profité évidemment à Blaise Compaoré qui a succédé à Thomas Sankara après son assassinat. Maintenant, ça, ce n'est pas une décision de justice. On aura remarqué que pendant les 27 années de règne de Blaise Compaoré, le dossier de Thomas Sankara, on ne l'a connu que de nom dans la justice. Rien n'a évolué évidemment. D'ailleurs, il faut dire qu'au Burkina, l'image de la justice a été un peu écornée par cette affaire parce qu'on la présente en tant que dossier de la honte. Quel est le bilan du règne de l'ex-président Blaise Compaoré après 27 ans passés au pouvoir? Que faut-il retenir sur le plan politique, économique et social? Alors, après 27 années au pouvoir, il faut dire d'ailleurs que le président Blaise Compaoré a fait des efforts en matière de construction de la nation. Il a fait ce qu'il pouvait. Bon, on estime qu'il aurait pu faire mieux en 27 années parce que 27 années quand même, quand on regarde le niveau de développement du Burkina en 1987 à ce qu'il a été en 2014 jusqu'à sa chute, beaucoup de gens estiment évidemment qu'il aurait pu faire mieux en 27 années. Maintenant, de l'autre côté, on a effectivement, malheureusement, certains aspects qui sont restés, notamment dans la gouvernance, où on a
la question de gouvernance vertueuse qui n'est pas la chose la mieux partagée au Burkina parce que la corruption n'a pas reculé et sur le plan politique, on avait un clan qui était justement là depuis un certain temps et ce sont les mêmes acteurs politiques. Vous aurez remarqué que sous son règne, c'est pratiquement les mêmes acteurs politiques qui sont restés aux affaires, c'est comme un club d'amis jusqu'à ce que la chute intervienne en 2014. Donc voilà un peu le bilan que l'on peut dresser de façon générale, même s'il faut reconnaître aussi que sous lui, il a eu quand même certaines avancées en matière donc, de liberté d'expression, de liberté de presse. Nous sommes bien placés pour le savoir. Ça, c'est à mettre à l'actif de ce qui est arrivé également sous son mandat, notamment l'assassinat de feu le journaliste Norbert Zongo. Depuis ce temps, effectivement, les journalistes ont été un peu épargnés à tout ce que l'on peut imaginer comme poursuite, comme pression et tout. Donc, grosso modo, c'est ce que l'on peut dire donc, comme bilan de Blaise Compaoré en 27 années de règne. Longtemps épargné par... on va parler de son bilan sécuritaire, hein, parce que c'est une question aussi qui divise. Longtemps épargné par les groupes djihadistes du Sahel, le pays est confronté depuis 2015 à une recrudescence d'attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Sur le terrain, les forces de sécurité semblent incapables d'y remédier. On assiste à dans des enlèvements, des assassinats ciblés, des menaces terroristes. Le bilan humain, vous allez nous donner le dernier dont vous disposez. À quoi ça ajoute aussi des millions de déplacés. Comment l'expliquez-vous? Comment comprendre cette détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso, qui était finalement un îlot de paix jusqu'à présent dans la sous-région? Oui, mais je pense que c'était déjà annoncé, c'était prévisible ce qui allait nous arriver, parce que la stabilité dont jouissait le Burkina, c'était aussi lié à la position du président Blaise Compaoré. Vous savez que c'était un militaire, c'était le premier élément. Il a été pendant longtemps donc, avec Kadhafi, les deux éléments en fait, qui maîtrisaient une bonne partie donc, du Sahara, donc en termes de mouvement, en termes de trafic et autres, donc en termes donc, de militaires. Donc je pense qu'il y avait déjà cet élément. Et que ce soit au niveau de l'UEMOA, la CEDEAO, encore au niveau de l'Union africaine, je pense que Blaise Compaoré a été à plusieurs reprises appelé pour jouer la médiation dans les crises, justement, dans les pays frontaliers, notamment donc, au niveau du Mali. Donc pour qu'il puisse jouer cette médiation, il a fallu quand même qu'il puisse avoir une certaine ascendance sur les groupes armés. Donc, ce qui fait que du coup, ces groupes-là ne pouvaient pas du tout s'en prendre au Burkina. Donc ça, c'est un élément que certains spécialistes avancent pour expliquer un peu la stabilité qu'il y avait déjà au niveau du Burkina. On avait une armée, on disait une armée dans une armée, notamment le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui était bien introduit justement dans ces milieux-là, que ce soit, vous avez quelqu'un comme Gilbert Diendéré, qui les maîtrisait parfaitement. Donc, c'est l'explication qu'on donne. Mais malheureusement, on n'a pas pris, juste après le départ de Blaise Compaoré, les précautions, soit pour garder la même position, soit pour anticiper justement sur les frappes que le Burkina allait connaître. La première incursion, c'est avant même le régime de Blaise de Roch Kaboré, sous la transition. On a eu déjà donc une attaque pratiquement au niveau de la frontière avec le Mali vers Orodara, pratiquement, et où il y a eu des éléments donc des forces de défense et de sécurité qui ont été tués. Bon, par la suite, il y a donc comme aucune disposition n'avait été prise, notamment au niveau donc de l'armée, on n'a pas vu venir les attaques. Donc on a basculé et pour ne rien arranger, il y avait un élément notamment Malam Diko qui était un Burkinabé et qui était déjà en lien avec des groupes armés au niveau du Mali. On ne l'a pas aussi vu venir jusqu'à ce que lui aussi il commence les attaques à partir donc du territoire burkinabé. Donc pour moi, le premier élément, c'est d'abord le manque de vision, le manque d'anticipation sur ces crises-là, ces attaques-là, qu'on allait tôt ou tard peut-être subir. Peut-être que même si Blaise était là, ça n'allait pas nous séparer, mais on n'a rien fait pour les empêcher. L'autre élément, c'est un problème de fond, que ce soit par rapport au Burkina, au Mali ou les autres pays, par rapport à ce qu'on pourrait appeler les inégalités. Parce que quand vous voyez tous ces groupes, il y a un fondement, il y a une explication, il y a une demande qui est là. Et ce sont des gens qui vous disent, par exemple, qu'ils ont pendant longtemps été négligés. Donc, en termes, prenez le Sahel burkinabé, vous partez un peu vers Dori, vous partez un peu vers Djibo, qui est aujourd'hui la zone la plus attaquée. Vous avez une communauté qui n'a pas suffisamment été prise en compte dans les politiques de développement. Ce sont des zones qui sont complètement délaissées. Il n'y a que les ONG qui interviennent sur le terrain.
Et malheureusement, ces groupes-là surfent un peu sur ce discours. Vous voyez, vous n'appartenez pas à ce pays-là, vous êtes abandonné, on ne s'occupe pas de vous, mais effectivement, il n'y a pas de route, il y a pratiquement rien. Donc, ce sont des éléments qui ont un peu favorisé et tout cela. Mais on a souvent accusé le Burkina Faso d'être la base arrière de ces terroristes avant bien sûr, la recrudescence des attaques. Oui, c'est vrai que le Burkina est accusé. C'est vrai, oui. Il y a eu quand même ces accusations qui ont été faites sur le Burkina, sous le régime de Blaise Compaoré. Évidemment, nous-mêmes en tant que journalistes, on voyait évidemment que les groupes terroristes venaient. On ne sait pas s'il faut les appeler les groupes terroristes, mais en tout cas, c'est ceux qui étaient en conflit principalement au Mali. Il y avait quand même des audiences ici et on comprend qu'à l'époque, l'ancien président était quand même médiateur de la CEDEAO. C'était l'explication qu'on donnait pour justifier justement leur présence ici. Après, on apprend que le Burkina a servi de base arrière à certains terroristes. On n'était pas dans le secret de Dieu pour comprendre exactement comment les choses se passaient, mais on a constaté effectivement que dans notre pays, sous l'ancien régime, il y a eu des actions, des diplomaties spectaculaires qu'on a vues, avec notamment des libérations d'otages où le général Djendjéré, qui était à l'époque le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, qui participait donc à des opérations de libération d'otages occidentaux. On le voyait prendre un hélico depuis Ouagadougou, il partait dans la zone nord du Burkina, il libérait donc les otages et c'était filmé, c'était au vu et au su de tout le monde. Donc on se posait la question de savoir comment est-ce qu'il le faisait. Mais aujourd'hui, après le départ de Blaise Compaoré, on constate malheureusement que nous sommes attaqués par les terroristes, donc on peut faire effectivement le lien de cause à effet pour essayer de comprendre que c'est l'absence de négociation, l'absence de connivence avec les groupes terroristes qui a donc occasionné ces attaques terroristes. D'ailleurs, l'actuel président du Faso l'a dit jusqu'à un moment donné. En tout cas, c'était le discours qui consistait à dire qu'on connaît qui sont ceux qui nous attaquent. Ils étaient fréquents à Ouagadougou, maintenant ils n'ont plus gîte et couvert à Ouaga, donc ils reviennent nous attaquer comme ils le faisaient déjà pour d'autres pays. Voilà donc la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on a encore ces attaques terroristes sans fin. Alors, il y a eu après un événement aussi important, c'est le coup d'État, qu'on a qualifié parfois de coup d'État. Le plus bête. Voilà, je ne sais pas le dire, mais c'est ce qui est, voilà, c'est comme ça qu'on le nomme, qui a eu lieu du 16 au 23 septembre 2015. Il avait pour objectif de mettre fin au gouvernement de transition mis en place après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Cet objectif a été soldé par un total échec, puisque que ce soit l'international, sur le plan international ou au niveau du pays, personne a validé ce coup d'État, ni les organes de transition. Que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, rappelez que c'était juste à quelques jours donc, de l'ouverture de la campagne déjà pour l'élection présidentielle, donc en 2015, qui devrait mettre fin à la transition. Et il y avait des partis, comme le disait tantôt aussi au début de cette émission pour Niki Rwamba, et qui avaient été exclus. En réalité, il y avait une loi qui avait été votée où on disait ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est que l'insurrection puisse arriver, c'est-à-dire qui étaient d'accord avec la modification de l'article 37, que ces partis-là, ces personnalités-là n'allaient pas prendre part au vote. Et sous la transition, vous savez que celui qui a joué cette transition, c'était Yacouba Isaac Zira, qui était un élément très important du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, et qui se trouvait pendant sa gouvernance donc, en porte-à-faux avec ce régiment-là. Donc il y avait des dissensions entre lui et ses anciens frères d'armes, et il y a eu à plusieurs reprises, et je pense une ou deux fois, il les a accusés même de tentatives d'assassinat. Donc, ça veut dire que la crise était vraiment profonde entre lui et puis ces éléments. Alors que le RSP était connu être très proche de Blaise Compaoré, c'était lui qui assurait sa sécurité. Donc, proche de Blaise Compaoré, proche de l'ancien régime, c'est-à-dire le CDP. Et on disait que le CDP, le RSP était en train de manœuvrer pour que le CDP puisse revenir au pouvoir. Maintenant, comme le CDP, tous ceux qui étaient proches de Blaise Compaoré ont d'une manière ou d'une autre exclu de la présidentielle, alors que le CDP comptait justement reprendre le pouvoir juste après l'insurrection, donc il y a eu des dessus. Donc c'est un peu la raison principale, même quand ils sont sortis. Une revanche, une revanche, en réalité une revanche, parce qu'ils ont dit que c'était par rapport à l'exclusion, par rapport à ceci ou cela qu'ils reprochaient à la transition. Voilà ce qui les a amenés à faire le coup d'État. Malheureusement, pour tous les observateurs,
en fait, le timing, en fait, le moment a été très mal choisi. On le disait, c'est à quelques jours seulement de l'ouverture de la campagne pour ce qui concerne l'élection présidentielle, mais aussi sous une transition qui était déjà fatiguée. Et tout le monde voulait, en fait, qu'on en finisse avec cette transition et qu'on revienne à un rythme normal de vie, donc au niveau du Burkina. Ce qui fait qu'il y a eu cette barrière-là qui a été systématiquement érigée. Encore que ça venait du RSP, vous avez une frange importante aussi de l'armée qui ne portait pas aussi en son sein, en tout cas dans son cœur, ce régiment-là. Donc, du coup, vous avez pratiquement de chaque côté, au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques et également au niveau de l'armée, des gens qui étaient contre ce coup d'État. Donc, ça n'a pas prospéré. Il y a eu des personnes incarcérées encore maintenant, d'autres exilées. Qu'est-ce qui reste de ce procès concernant le coup d'État? Oui, le procès a eu lieu pendant de longs mois. Ici à Ouagadougou, on l'a même délocalisé dans une grande salle de conférence pour en faire un procès public. Les verdicts sont tombés, il y a des gens qui ont eu des peines. Et il semble d'ailleurs qu'il y a des appels. On attend de voir la suite de cette procédure judiciaire parce que c'est le tribunal militaire quand même qui connaît le dossier. Et je crois d'ailleurs que c'est un procès qui a été tenu à la grande satisfaction de ceux qu'on peut appeler ceux qui ont fait la résistance pendant ce coup de force manqué. Parce que le principal cerveau de ce coup, qui n'est autre que le général Gilbert Diendéré, il est toujours en détention aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction des armées, à la MACA. Idem pour certains acteurs politiques qui sont des civils et même d'autres militaires également qui ont exécuté jusqu'à un certain degré le putsch manqué. Donc on peut dire déjà que le plus dur est derrière nous, même si le procès, le dossier n'est pas complètement vidé étant donné qu'il y a les appels. Mais je voudrais dire également que ce coup de force-là a été possible. Hein. C'est vrai, Paré l'a dit, il a présenté le contexte dans lequel le coup de force est arrivé. Mais moi, je me dis jusqu'aujourd'hui que ça a été possible parce qu'il y a eu quand même une certaine complicité des États voisins, les États de la sous-région, notamment de la CEDEAO. Parce que, voyez-vous, l'ancien président Blaise Compaoré était quand même l'un des anciens, avant sa chute de la CEDEAO. On a eu l'impression qu'il y a une certaine solidarité qui s'est organisée. Parce que d'ailleurs, la médiation de la CEDEAO pendant le putsch était dans une dynamique de légitimer le putsch. Ils ont malheureusement, ou du moins ils ont échoué, heureusement, disons-le ainsi, parce qu'il y a eu quand même cette résistance dans la rue. On a vu venir donc à Ouagadougou des présidents comme le Sénégalais Macky Sall, l'ancien président béninois Yahi Boni, qui sont venus, qui ont fait des rencontres avec les autorités de la transition à l'époque. Après, ils sont sortis, ils avaient tendance justement à dire que c'est un coup qui est un peu consommé, alors que la population burkinabé n'entendait pas de cette oreille. Donc moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, quand on écoute les enregistrements sonores avec le cerveau du coup d'État, notamment le général Diendéré, qui à un moment donné se demandait où était donc l'armée de la sous-région qui n'est pas venue à sa rescousse, on peut à un moment donné tirer la conclusion que si le coup d'État, si des gens ont osé faire un coup d'État à l'étape actuelle, sous un régime aussi fragile que la transition, alors qu'ils n'avaient pas toutes les garanties de réussir leur coup, c'est que certainement ils avaient donc un soutien qu'ils n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas vu venir après, on ne sait pas pourquoi. On a entendu même dans des enregistrements l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Oui, évidemment. Et Guillaume Soro, avec le général Bassolé, qui est également, lui, dans le coup d'État, il a aussi été condamné. Mais au-delà de ça, on a pas mal d'enregistrements qui ont d'ailleurs été versés au dossier du jugement, même si certains n'ont pas été versés. C'est pour ça que ça nous permet, si on estime que ces enregistrements sont authentiques, d'avoir une certaine lecture aussi de ce qui s'était préparé avant que des gens ne décident donc de faire un coup d'arrêt à la transition. C'est pour ça que j'ai dit, moi je reste encore convaincu qu'il y a eu une complicité de l'extérieur, sous-régional, et ensuite une trahison. Parce qu'aujourd'hui, si un certain général Diendéré doit dire exactement ce qui s'était dit avant le coup et ce qu'il en est aujourd'hui, certainement qu'on va en savoir plus. Alors ce dimanche 22 novembre, messieurs, le Burkina Faso donc organise des élections couplées, à la fois présidentielles et législatives. Alors, 13 candidats sont retenus pour cette présidentielle. Quels sont les enjeux? Y en a-t-il vraiment les enjeux pour cette élection présidentielle? S'il y a un enjeu, pour moi, ce serait peut-être l'enjeu sécuritaire. Vous savez que ça se tient dans un contexte assez difficile. Pendant que les candidats donc, sillonnent le pays pour battre campagne, il y a des attaques qui sont signalées. Il faut préciser que, par exemple, il y a un député dont le chauffeur a été tué donc, pendant cette période-là. Il y a des soldats, au moins 14, qui ont perdu la vie. Donc, il y a eu d'autres situations, justement, des attaques.
Et maintenant, tout le débat, c'est un peu ça. Comment stabiliser le pays? Parce que c'est le point noir de la gestion donc, du président Roch Kaboré. Les gens trouvent qu'il n'a pas fait assez pour stabiliser le pays, pour sécuriser le pays. Donc je pense que déjà, ils vont à ces élections-là avec ce défi-là. Chacun essaie de dire comment il va faire pour sécuriser davantage le pays. Pour moi, c'est le principal enjeu. Hein. Maintenant, au-delà, pour ce qui concerne le scrutin lui-même, c'est de pouvoir aussi le tenir d'abord pouvoir le tenir, parce qu'on sait qu'il y a des localités, au moins 15 provinces, où il n'y aura pas de vote. Donc, il y a aussi la question des personnes déplacées internes. Est-ce que le jour du scrutin, on pourra voter? Est-ce qu'on pourra voter partout? Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des candidats qui ne sont pas allés dans toutes les parties du Burkina. Pour vous aussi, c'est l'aspect sécuritaire qui est le principal enjeu de cette élection? C'est un défi. L'aspect sécuritaire, c'est un défi. C'est là d'autant plus qu'on entend tous les candidats, les 13 candidats, battre campagne essentiellement sur la question sécuritaire. Parce que partout où ils vont, qu'ils soient de l'opposition, enfin, les 12 candidats qui sont contre le président sortant, chacun propose donc de nouvelles alternatives pour combattre l'insécurité. Donc c'est dans le discours politique, c'est un aspect important. Et de l'autre côté également, le président sortant bat campagne sur ça parce qu'il estime quand même qu'il a fait des efforts et puis bon, il pense que s'il est réélu, il va donc renforcer l'armée pour continuer justement le combat avec une certaine implication des civils qu'on appelle ici les forces, les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Donc la question sécuritaire est assez cruciale. Hein. Une manière de dire quand même que la question sécuritaire est très centrale dans ces élections. Et comme Paré l'a rappelé, en pleine campagne électorale, on a connu une attaque terroriste le 11 dernier, le mercredi dernier, avec 14 soldats qui sont tombés. Et il y a quand même toujours des enlèvements ciblés, des attaques terroristes par-ci, par-là, avec également comme défi plus d'1 million de personnes qui ont dû quitter leur localité pour trouver refuge dans d'autres localités, qu'on appelle des personnes déplacées internes, qui elles aussi même sont exclues du processus électoral parce que vous savez qu'au Burkina, lorsque vous êtes enrôlé dans une localité, c'est là-bas que vous devez voter. Alors, selon le Conseil constitutionnel, hein, vous l'avez rappelé, plus de 17% du territoire ne pourra pas participer aux élections du fait du terrorisme. À quoi s'ajoute un enrôlement très faible, hein, notamment de la diaspora et qui vote pour la première fois pourtant. Ne craignez-vous pas un taux de participation extrêmement faible, même historiquement faible pour cette élection? Vous sentez l'engouement des populations? Pas trop d'engouement. Je pense que le taux, ça peut être faible. C'est vrai qu'on ne peut pas être sûr à 100% de ce qui va se passer demain, mais il y a très peu d'engouement parce qu'il suffit seulement de voir les meetings. On voit que les gens mobilisent moins, à part peut-être 2 ou 3 partis qui arrivent à mobiliser. Le reste, ce n'est pas trop ça. Encore que les journalistes que nous avons sur le terrain, des fois, ils vous disent ceux qui viennent lors des rassemblements ne sont pas forcément des gens qui ont des cartes d'électeurs. Donc, il y a déjà ce problème qui se pose. Donc, je me dis que c'est possible. Et l'autre élément que des gens, des populations ont dit à la face même des hommes politiques, c'est qu'on ne vous croit plus. Donc, il y a aussi cette déception qui est là. Il dit non, lui va mieux faire. On dit, ben, les autres ont dit la même chose. En quoi vous êtes différent des autres? Donc, ça, ce sont des discussions auxquelles on a assisté entre des électeurs, des potentiels électeurs et puis des hommes politiques. Donc, ça, c'est déjà un sérieux problème qui existe. On ne sait pas si ça va changer par la suite. Peut-être pendant cette dernière semaine, ils pourront changer les choses. Encore qu'il y a aussi au niveau de la société civile des organisations qui sont en train de mobiliser, d'ailleurs, de tenir un autre discours. Bon, c'est vrai, il y a des organisations de la société civile, mais derrière lesquelles se cachent des partis politiques, notamment le PCRV, le Parti communiste, qui appellent les gens à ne pas aller voter. Donc, et qui arrivent aussi à surfer sur un certain nombre d'éléments. Il y a le problème du logement, ici, la question du lotissement qui constitue un sérieux problème. Donc, c'est un élément sur lequel, par exemple, ces mouvements-là surfent. Et d'ailleurs, il y a des meetings, il y a des grandes assemblées, des mouvements qui ont été organisés pour appeler les gens à ne pas aller voter. Est-ce que c'est un discours qui est suivi? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce sont des éléments, des facteurs qui peuvent jouer sur le taux justement des personnes qui vont aller dans les urnes. Vous avez parlé par exemple de la diaspora, mais je pense que pour la diaspora, ça a été vraiment, pour moi c'est une véritable escroquerie en réalité, parce qu'il y a eu juste quelques individus, 2 ou 3 en réalité, qui avaient des intentions, qui étaient des politiques, qui étaient au niveau de la diaspora et qui ont menti véritablement donc à l'autorité centrale. On a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de gens, les Burkinabés de la diaspora, ils étaient intéressés par les votes, etc. etc. Et juste après, on s'est rendu compte que c'était du pipeau. Vous remarquez aussi une défiance ou un désamour de la part de la population envers la classe politique? Oui, c'est vrai, il y a effectivement ce désamour-là parce que d'ailleurs, on a des populations qui fuient les acteurs politiques.
qu'ils considèrent comme étant des gens qui sont venus pour encore renouveler des promesses qui ne vont pas tenir. Donc il y a une certaine méfiance d'ailleurs. Et on a constaté en tant qu'observateur que beaucoup de gens ne sont pas détenteurs de la carte d'électeur parce qu'ils se disent que ça ne va rien changer. Lorsqu'il y a eu justement l'opération d'enrôlement, beaucoup ne sont pas allés prendre leur carte parce qu'ils disent que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, ça ne change rien évidemment. Donc on a cette situation, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais la situation actuelle, comme vous l'avez rappelé, est beaucoup plus compliquée par la question sécuritaire. Donc, je l'ai dit tantôt, 17% du pays ne sera pas concerné. Et à cela s'ajoute le million de déplacés internes qui ne sont pas d'office des électeurs parce qu'ils ont quitté la localité où c'était enrôlé. On ne pourra pas les ramener dans leur village pour qu'ils puissent voter. Là où ils sont, il n'y a pas de bureau de vote pour eux là-bas puisqu'ils ne sont pas enrôlés sur ces sites-là. C'est vrai qu'on a fait des efforts à un moment donné pour faire des transferts, mais ça n'a rien donné de façon concrète. Et l'autre aspect, c'est que là où nous sommes en train d'aller, on parle aujourd'hui d'élections couplées présidentielle et législative. Là, c'est moins compliqué à gérer. Mais lorsqu'on va parler des élections plus locales, notamment les élections municipales, il se trouvera que des communes entières n'ont pas d'électeurs, n'ont peut-être pas de candidats, et on se pose la question de savoir comment est-ce que les choses vont se passer lorsqu'on ira donc en 2021 pour les élections municipales dans ces localités, parce que le vote est complètement local. Donc, on se pose la question de savoir si certains exécutifs locaux ne vont pas complètement disparaître. Il y a aussi, comme vous l'avez rappelé, le vote de la diaspora. Pareil l'a dit tout de suite, c'est comme si c'était une erreur d'appréciation. On a entendu beaucoup de discours et un fort engouement des Burkinabés de la diaspora, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, où on a la moitié de la diaspora burkinabé. Et après, moins de 10 000. Oui, sur la liste, moins de 10 000. Malheureusement, ça a étonné les gens. Les raisons sont multiples. C'est comme il a dit, peut-être l'engouement n'était pas réel. Deuxièmement, on sait effectivement que nos compatriotes qui sont là-bas, ils ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la politique parce qu'ils sont pour la plupart en campagne. Et on sait aussi qu'il y a des lieux précis où le vote a lieu. Si on dit par exemple de venir dans les ambassades ou les consulats, vous n'allez pas demander aux populations qui sont dans les villages de payer les transports pour aller rien que pour l'enrôlement et ensuite faire le même voyage pour le vote alors qu'ils ne gagnent rien immédiatement. Bon, tout ça, ça explique peut-être le fait qu'on n'a pas eu cet engouement, même si à cela, il faut ajouter aussi les documents de votation. Ils sont pour la plupart détenteurs de la carte consulaire qui n'est pas reconnue pour le vote. On ne reconnaît que la carte nationale d'identité qui, elle, n'est pas reconnue par les autorités des pays d'accueil. Donc, il y a eu un débat par rapport justement aux documents de votation ici. Ça n'a pas été tranché finalement l'un dans l'autre. On se retrouve donc avec ce fort engouement. D'ailleurs, pour la diaspora, on a constaté que ça n'intéresse plus les candidats parce qu'ils ne sont pas nombreux à mettre dans leur programme d'aller battre campagne à Abidjan, par exemple. Beaucoup de gens n'ont pas mis ça dans leur programme, alors qu'ils avaient pensé à ça initialement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs là-bas. Donc, on attend de voir justement ce que ça va donner. Mais bon, c'est un faible taux de participation aux élections qui se profile à l'horizon au regard de tout ce que j'ai dit précédemment. Mais à qui peut bénéficier ce faible taux de participation? Au pouvoir sortant ou au chef de file de l'opposition, Zéphirine Diabré? Peut-être on peut faire le débat entre le pouvoir sortant et puis peut-être le CDP, si on va surtout au niveau de la diaspora. Edi Kombo-Ego. Edi Kombo-Ego, parce que la diaspora, le débat même qu'il y avait, c'était un peu ça. On trouve que surtout la Côte d'Ivoire était beaucoup plus, voilà, justement proche de Edi Kombo-Ego avec Blaise Compaoré qui y est. Surtout, bon, ça peut s'expliquer aussi surtout par la médiation qu'il a eu à jouer pendant la crise ivoirienne. Donc beaucoup de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire quand même lui sont reconnaissants pour cela. Maintenant, le faible taux, oui, ça peut être aussi profitable actuellement au régime actuel, le président sortant, parce qu'on s'est dit que ceux qui vont aller voter en majorité, peut-être c'est ceux qui avaient voté peut-être en 2015. Donc il reste maintenant. Là où les choses allaient changer, on se disait, s'il y avait une grande partie de la population qui s'était faite enrôler, on peut se dire, là, attention, ce sont des gens qui sont peut-être dessus, qui veulent un changement. Voilà pourquoi ils sont allés se faire enrôler. Maintenant, si les gens ne sont pas allés s'enrôler, ça veut dire qu'ils peuvent être dessus du pouvoir actuel, mais ils sont dessus, tout simplement, de la classe politique. Donc, que ça change ou que ça ne change pas, ça ne leur dit pas grand-chose. On va s'intéresser au bilan du président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Après 5 ans au pouvoir, quel est son bilan politique, économique et social envers la population burkinabé? Bon, pour le président sortant, c'est vrai, la question sécuritaire revient inévitablement. Parce qu'on est tous d'accord qu'il n'est pas, j'allais dire, responsable de ce qui nous arrive
en termes de situation sécuritaire, mais la gestion de cette situation incombe au régime en place. Donc le président sortant va être jugé sur la façon dont il a tenu tête aux terroristes, disons-le comme ça. De l'autre côté également, il a un bilan peut-être brillant en termes donc de réalisation d'infrastructures, parce que c'est vrai, le président d'ailleurs surfe sur ça pour battre campagne, lui et ses partisans. Ils disent, bon, voyez-vous, en 5 ans, il y a eu beaucoup de routes qui ont été construites dans la ville de Ouagadougou, dans la ville de Bobo-Dioulasso et entre les villes. Effectivement, en tant qu'observateur, on a constaté effectivement qu'en matière d'infrastructure, il y a eu beaucoup de réalisations. Des efforts aussi ont été fournis en matière de construction d'écoles, même si certaines écoles ont été fermées aussi par la faute du terrorisme, une fois de plus, en matière d'infrastructure sanitaire aussi. Mais les gens restent sur leur faim, c'est mon avis, en ce qui concerne la gouvernance, parce qu'il n'y a eu aucun changement entre le régime de Blaise Compaoré et celui de Roch Marc Christian Kaboré en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, qui gangrène toujours l'économie de notre pays, puisque c'est un aspect. Et on aura remarqué d'ailleurs que cette campagne électorale entourée de corruption, d'ailleurs, la corruption électorale comme on l'appelle, les achats de conscience. Donc on se pose la question de savoir, quelqu'un qui pratique la corruption pour se faire élire, comment est-ce qu'il pourra combattre cette même corruption qui est l'une des attentes majeures. Et Paris a évoqué effectivement un aspect assez important, c'est la question du foncier. Ça peut paraître banal, mais c'est un aspect qui peut être source d'une deuxième insurrection dans notre pays. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, les Burkinabés, qui estiment qu'ils sont lésés en matière donc, de distribution des terres. On a une loi sur le foncier qui n'arrange pas les populations, qui n'arrange que les propriétaires terriens. On a une prolifération des agences de promotion immobilière qui achètent les terres, ou du moins à vil prix, et qui les vendent très cher à des personnes qui ont les moyens. Donc du coup, la masse de personnes pauvres n'ont pas accès aux terres. Ils sont obligés donc d'être en location ou en tout cas dans les zones non loties. Et de plus en plus, il y a la grogne à ce niveau-là. Donc on se pose la question de savoir si ce n'est pas un aspect qui peut donc être source de révolution, de rébellion ou d'insurrection dans notre pays. Et je crois que plusieurs candidats ont compris cela. Beaucoup sont allés battre campagne dans les quartiers périphériques où les gens ont des soucis de terre. Ils font des promesses donc pour avoir, j'allais dire, le sentiment de ces populations-là. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de façon ramassée, en tout cas sur le bilan du président sortant. Il y a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Et c'est le peuple qui va juger le 22 novembre. Sur l'aspect économique et social, il y a eu aussi beaucoup de mouvements sociaux pendant sa gouvernance, de différentes corporations, justice, fonction publique. Quelles étaient les revendications et ont-elles abouti de la part des syndicats? Oui, sachant qu'on n'a que comprendre que le syndicalisme a une place importante dans la société burkinabé particulière. Tout à fait, parce qu'ici, nous avons des syndicats révolutionnaires, donc on parle de lutte des classes. En fait, ce sont des syndicats qui sont un peu teintés communistes. Donc ça, c'est déjà un problème idéologique qui existe déjà. Mais en même temps, les revendications, est-ce que ça aboutit? Pour la plupart, oui. Mais le fond, ça devient, comme disait Paul Mukiranwa, un problème de gouvernance, en réalité, avec ce régime-là. On peut avoir l'impression à un certain moment que les syndicats exagéraient, mais peut-être qu'on n'en serait pas là si le régime en place avait eu une bonne lecture, en réalité, de ces mouvements sociaux. Tout est parti de quoi? Sous la transition, il y a un certain nombre d'accords, par exemple, qui avaient été signés avec les syndicats. Il y a eu les états généraux, par exemple, de la justice, pour avoir une justice indépendante, une justice qui fait correctement son travail. Il y a eu un certain nombre de concessions, notamment donc d'avantages en termes de traitement salarial, qui avaient été concédés aux magistrats. Donc, après, à l'arrivée du régime du pouvoir de Roch Kaboré, il y avait ce débat, est-ce qu'il fallait systématiquement leur concéder ces avantages ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc les gens n'arrivaient pas à s'entendre, même au sein du gouvernement, il n'y avait pas d'entente. Mais un beau soir, le président a décidé tout seul, parce que quand tu discutes avec les ministres, c'est ce qu'ils disent, il leur a accordé ces avantages-là. Mais c'était énorme, Bien sûr, même en termes d'indemnité, ils se retrouvaient avec plusieurs, il y a certains qui étaient déjà dans les millions, qui étaient mieux payés que les ministres. Donc, les autres syndicats aussi ont vu ça et disent, tiens, bon, nous aussi on peut revendiquer. Bon, et puis les revendications sont arrivées au niveau du ministère de l'économie et des finances, où il y a un fonds, ce qu'on appelle les fonds commerce, c'est des fonds en fait, qui leur sont donnés sur en fait, les recouvrements qu'ils arrivent à faire. Donc, il y avait une différence de traitement selon les corps. Donc, que tu sois peut-être l'agent soit au niveau des impôts ou au niveau du trésor, au niveau de la douane, ce n'était pas le même traitement. Donc, quand ils ont commencé la bagarre, ils se sont dit à un certain moment, c'est mieux qu'on se mette ensemble pour revendiquer. Ils se sont mis ensemble.
ils ont eu plus de force et ils ont eu beaucoup, alors qu'en même temps, il y avait les enseignants qui trouvaient qu'ils n'étaient pas très bien traités. Donc, en fait, le problème, c'était ça. Alors que dès le début des revendications, il y avait l'ancien président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui était aussi n'était pas rien, donc c'est le deuxième du régime, qui a dit attention, si c'est comme ça, pour traiter ces questions, il faut qu'on remette tout à plat. On appelle les fonctionnaires, on discute et on essaie de remettre tous les salaires à plat. Là, on rediscute du traitement des agents. C'était une remise à niveau. C'était une remise, voilà, justement. Il n'a pas été écouté par le président, il n'a pas été écouté par l'exécutif. On a continué du moins le traitement, comme on l'a appelé, le cas par cas. Tel syndicat se lève le matin, il discute avec son ministre, il n'arrive pas à s'entendre. Ils vont voir le président du FASO, donc un bon père de famille. Il dit, je suis d'accord, donc je vous concède cela. Ça, on a continué jusqu'à un certain moment. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer dans la même logique. Et le gouvernement lui-même a proposé la remise à plat du système de rémunération. Les syndicats disent pas question. Il y en a qui ont dit, et ils ne sont pas d'accord. Si on continue avec ce qu'on a commencé. Donc voilà un peu le blocus. Après, c'était un peu compliqué. Et tout le problème, pour moi, le bilan même qu'il faut dresser, ça a été vraiment ça. Là où on attendait des réformes, on n'est pas allé avec des réformes. Parce que pour gérer un pays, je pense qu'il faut aller sur des réformes. On essaie de voir... Des réformes structurelles? Des réformes structurelles. Donc, au lieu de rester sur des aménagements et peut-être de gauche à droite, ça ne résout pas les problèmes. Il faut remettre tout à plat. Et je pense que même pour le prochain président qui va venir pour moi, ce sera le principal défi. Il y a le défi donc, du leadership. Il faut un véritable leadership donc, au niveau voilà, pour traiter au sommet de l'État. Il faut carrément refondre l'administration. On a un sérieux problème avec notre administration qu'il faut complètement. Alors, le Burkina Faso a été touché par la pandémie coronavirus, à l'instar de tous les autres pays du monde. Messieurs, quel est le dernier bilan dont vous disposez? Et puis, vous allez nous dire quel est votre regard, votre sentiment sur la gestion de cette crise sanitaire par le président sortant? Alors, en termes donc de bilan du coronavirus, il faut dire qu'aujourd'hui, on est environ à 2600 personnes qui ont été touchées par la maladie au Burkina et on est à environ 130 personnes qui sont encore sous traitement, c'est-à-dire 130 cas actifs. Donc, de façon générale, on peut dire que le Burkina a été relativement épargné. On n'a pas connu la catastrophe que l'on a craint en mars, lorsque la maladie est apparue dans notre pays le 9 mars. Maintenant, en matière de gestion, il faut dire qu'il y a eu un tâtonnement au départ, où on a eu l'impression d'ailleurs que le ministère de la Santé tout entier était paniqué, parce qu'il y a eu vraiment une mauvaise gestion, calamiteuse. D'ailleurs, on a eu à un moment donné à remplacer le numéro 1 qui était chargé donc, de la gestion de cette pandémie. Et après, on a heureusement atteint un certain niveau de stabilité où les gens ont compris effectivement qu'il fallait observer un certain nombre donc, de mesures barrières pour éviter la propagation du virus. On a eu aussi une certaine guerre de chiffres, donc on a même eu l'impression que c'était une invention. Malheureusement, cette cacophonie de la gestion de la maladie a amené certains Burkinabés à penser que ce n'était pas une réalité. Donc on en trouve aujourd'hui des Burkinabés qui pensent que le coronavirus est une invention. Et ils ont des raisons objectives pour douter, parce que l'autorité n'a pas montré une certaine hauteur d'esprit dans la gestion de cette pandémie. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vrai que les gens en ont fait une habitude, on tente donc tant bien que mal pour éviter donc la maladie, même si nous sommes en période électorale. Avant l'ouverture de la campagne, le ministère de la Santé a pris soin donc d'édicter une directive aux acteurs politiques qui vont donc avoir des regroupements de personnes pour faire en sorte justement que la campagne électorale ne soit pas une occasion de propagation du virus. Mais au constat, je pense que Paris sera d'accord avec moi, c'est que les meetings se font comme ça. Il n'y a plus de lavage de mains, pas de distribution de gel hydroalcoolique. Les gens vont donc dans les meetings sans les cache-nez et tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, quand on pose la question au Burkinabé lambda, il vous dira que même l'autorité ne montre pas l'exemple en matière donc de protection de la maladie. Il nous souviendra d'ailleurs que quand il y a eu la rentrée des classes, la rentrée scolaire, on a dit, bon, à partir du 20 octobre, aucun élève n'aura accès à sa salle de classe tant qu'il n'aura pas le cache-nez. Mais aujourd'hui, faites le tour de Ouagadougou, vous verrez que les écoles sont accessibles à tous les élèves sans cache-nez. Donc, voilà un peu le tâtonnement que l'on peut présenter. Peut-être même que c'est Dieu qui a sauvé le Burkina si on a encore ces chiffres assez bas, dont on se réjouit et on espère que c'est des vrais chiffres. Comme je l'ai dit, environ 130 cas actifs aujourd'hui. On a environ 68 personnes burkinabées qui sont décédées de cette maladie depuis le début. C'est beaucoup faible à ce que l'on a vu dans certains pays, même autour de nous. Maintenant, bon, je crois qu'on a aussi cette chance, entre guillemets, d'être un pays relativement jeune
puisque c'est ce que les spécialistes disent, notamment les porteurs asymptomatiques. Peut-être qu'on en a beaucoup, on n'en sait pas. Donc on est dans cette situation où, bon, aujourd'hui, le gouvernement a décidé que la maladie va être traitée désormais, ça va rentrer dans les routines de traitement. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus de centres spécialisés. Toutes les formations sanitaires sont susceptibles de prendre en charge les cas de maladie de coronavirus. Je pense que peut-être avec le temps, ça va beaucoup contribuer. Tantôt, on a parlé donc de la méfiance des populations vis-à-vis des hommes politiques, mais même au niveau de la gouvernance, l'autorité de l'État qui va beaucoup s'affaisser. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Vous ne pouvez pas imaginer que pendant un moment, on a mis la pression sur la population, on a fermé des lieux de culte, on a fermé des marchés. Il y a des populations qui sont restées des jours sans avoir quelque chose à manger. Du fait justement de cette pandémie-là. On dit qu'il y a une maladie, il faut prendre des précautions. On a obligé les gens à porter des masques, on a obligé les gens à faire beaucoup de choses. Et les gens se rendent compte que la maladie n'est pas finie. La maladie est toujours là. Les hommes politiques, par exemple, il a dit la période électorale, ben, tout le monde fait des meetings, on remplit des stades. Alors que les mesures qui avaient été prises au niveau national par rapport au regroupement des personnes, c'était 50 personnes maximum, ces mesures ne sont plus du tout respectées. Les mesures barrières, la distanciation physique, ce n'est plus respecté. Qui ne respecte pas ces mesures? Ce sont les hommes politiques, ce sont les ministres, c'est le président du FASO. Donc ça veut dire que quelque part, la parole en fait, de l'autorité n'aura plus de valeur. Et ce que personnellement je crains, c'est qu'on assiste demain à une situation similaire et que l'État n'arrive pas à s'imposer justement aux populations. On va vous dire, voilà, il y a telle situation, voilà l'attitude qu'il faut adopter. Les gens vont dire, ce sont des mensonges, on ne va pas vous suivre. C'est malheureusement, on est dans un peu cette situation. Maintenant, quand vous prenez même l'organisation, le dispositif qui a été mis en place depuis le début, ça a contribué, tantôt je parlais donc de la réforme de l'administration, à montrer un peu que nous n'avons pas d'administration solide. C'est-à-dire, nous n'avons pas une administration qui puisse faire face à des catastrophes. Lorsqu'il y a une situation grave qui arrive, on montre pratiquement qu'on n'est pas du tout à la mesure de la situation. Par contre, le dispositif législatif, par exemple, a permis qu'il y ait des institutions, il y ait des comités qui soient là, qui fonctionnent de façon permanente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, pour qu'en cas de catastrophe, en cas de situation difficile, on puisse tout de suite se lever, mettre en place un petit système et puis faire face à la situation. Mais ce sont des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Alors, messieurs, dernière question. Tous les candidats, et visiblement la population, appellent de leur vœu à la réconciliation nationale. Alors, déjà, est-ce à dire que le pays est divisé, fracturé? Et puis, comment y parvenir? Quels seraient les préalables? Par exemple, le retour des exilés politiques? Oui, bon, c'est vrai que la question de réconciliation nationale au Burkina, il faut peut-être... chacun la prend à partir de sa propre position. Parce qu'effectivement, vous trouverez que quand on rentre dans la société burkinabé de façon générale, il n'y a pas de signaux de division. Voilà, donc on n'a pas de problème en dehors de ce que l'on connaît aujourd'hui comme conflit intercommunautaire aggravé par la question sécuritaire. Il n'y a pas de division en tant que telle. Mais par contre, il y a une division politique qui, de mon point de vue, est tout à fait normale parce qu'on a sur le plan politique les insurgés contre les non-insurgés. Il y a un régime qui en a été victime et le régime a toujours ses partisans aujourd'hui. Ça sort dans le discours où lorsque les gens débattent, discutent, après on va dire, bon, toi tu es de l'ancien régime, etc. Donc on a ça. Et en dehors de ça, aucun souci. Maintenant, sur le plan donc, des acteurs politiques eux-mêmes, c'est-à-dire il y a cette division qui est très frappante entre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui ont perdu le pouvoir en 2014. Donc aujourd'hui, quand on parle donc de réconciliation, c'est pour ça que l'on voit évidemment le retour de l'ancien président Blaise Compaoré et des autres personnes, des autres acteurs politiques qui sont exilés, dont la plupart se retrouvent donc en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que Blaise Compaoré a toujours des partisans, et pas des moindres. Le président actuel, Roch Marc Christian Kaboré, lorsqu'il s'est rendu à Ziniari pour battre campagne, Ziniari qui est le fief de l'ancien président Blaise Compaoré, il a dit qu'il va faire venir Blaise Compaoré dans des conditions de dignité et qui vont avec son rang d'ancien chef d'État. Le retour notamment des exilés politiques, mais est-ce que la justice ne doit pas intervenir à leur retour? C'est toute la question. Cela, je pense que ce que Miki Ramba a dit, c'est l'élément essentiel là. Comment est-ce qu'on perçoit la réconciliation? J'ai l'impression, à écouter les 13 candidats, ils sont pratiquement tous en déphasage avec la population. Parce qu'on voit que la réconciliation entre acteurs politiques, en quoi le retour de Blaise Compaoré, en quoi le retour de Isaac Zida ou les autres ministres de Blaise Compaoré peut apaiser le climat social au Burkina?
s'il y a un problème et que c'est le retour de Blaise Compaoré qui va le résoudre, c'est qu'on n'a pas un problème de réconciliation, on a juste un problème avec les hommes politiques. Alors que si on écoute les populations, si on prend le cas de l'insurrection populaire, il y en a, c'est vrai qu'il y a eu le procès, les gens n'ont pas été dédommagés. Il y en a qui traînent encore avec les blessures, la haine, justement, de leur bourreau. Il y a eu le cas Norbert Zongo qui n'est pas rien. Un journaliste qui a été tué avec ses proches dans des conditions qu'on connaît. On remonte peut-être aussi aux proches de Thomas Sankara et même des exactions qui ont été commises sous la Révolution. Des gens qui ont été peut-être dépossédés de leurs biens, des gens qui... Tout ça. Si on pense que c'est ça, la réconciliation, ça veut dire qu'on n'a pas besoin du retour de Blaise Compaoré, on n'a pas besoin du retour d'Isaac Zida pour résoudre ces questions-là. Ça se résout autrement. Maintenant, les acteurs sont partagés. Il y en a qui appellent à une justice transitionnelle. Un peu comme ce qui s'est passé au Rwanda ou en Afrique du Sud. Je suis de ceux qui pensent qu'on n'est pas dans une telle situation, que ce soit au Rwanda ou en Afrique du Sud. On a assisté à une situation, à un problème, à un conflit assez grave. Il y a eu beaucoup de... Il n'y a pas de guerre civile, en fait. Voilà, c'était une guerre civile. Ouais. Nous, on n'a pas connu ça. Maintenant, si c'est la question de réparation, il a dit, le Hkroun a des dossiers. Il suffit tout simplement de réparer les torts. Et puis, on n'en parle plus. Maintenant, pour ce qui concerne le cas de Blaise Compaoré, si vous dites aujourd'hui que c'est ça la question de la réconciliation, si Blaise Compaoré revient, si vous l'envoyez devant la justice, ses partisans seront fâchés. Ça dit qu'on n'a pas réglé le problème de la réconciliation, si c'est vraiment ça le problème. Si vous le laissez, il n'est pas jugé, ça veut dire que les victimes de Blaise Compaoré aussi ne seront pas du tout contentes. Vous n'avez pas réglé la question de la réconciliation. Donc, je suis de ceux qui pensent que ce n'est ni le retour de Blaise Compaoré, ni le fait qu'il reste, ce n'est pas ça du tout. C'est un faux débat pour vous. Son retour, c'est un faux débat. C'est un faux débat, non pas un faux débat, parce qu'il y a la question de la justice. Oui. En ce moment, ça peut apaiser. Qui Blaise Compaoré, parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, qu'il vienne répondre de la justice et qu'il dise ce qui s'est passé. S'il dit ce qui s'est passé, il appartient en ce moment aux victimes de pardonner ou de ne pas pardonner. Ce qui s'est passé quoi pour le mandat? Il y a un mandat d'arrêt par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara qui répondent de ce mandat-là. Qui répondent de ce mandat, parce que c'est un peu ça le problème, qui répondent de ce mandat. Et il y a eu aussi peut-être l'insurrection, peut-être que ce n'est pas lui, parce que le dossier de l'insurrection n'a pas été complètement jugé. Mais s'il revient et qu'il répond, s'il est sanctionné par la justice, s'il dit ce qui s'est passé, en ce moment, les gens peuvent décider de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais n'oubliez pas que l'autre problème, toujours par rapport à la question de la réconciliation, parce que ceux qui appellent au retour de Blaise Compaoré évoquent par exemple le jugement du procès du putsch de septembre 2015. On dit qu'il faut libérer ces personnes-là. Mais alors que ce qui était attendu de ces personnes, qu'elles disent clairement ce qui s'est passé. Mais pendant tout le procès, aucun d'entre eux n'a été capable de dire pourquoi il y a eu le putsch. Vous pensez vraiment pourquoi qui a fait quoi leur secret? Mais s'ils veulent la réconciliation, qu'ils disent, ben voilà, par exemple, les gens étaient contents vers la fin de ce putsch-là, des propos du général Djendiré. Il avait dit qu'il assumait la paternité du putsch. Ça a soulagé beaucoup de Burkinabés. Les gens se disaient que lors du procès, il allait dire, c'est moi qui ai envoyé ces jeunes-là faire ceci, faire cela. J'assume, laissez-les. La justice tranche. Et là, les gens seraient tranquilles. Et puis, ils demandent pardon à la population. 2 mois en fait, des gens sont morts, des gens ont été blessés, des biens ont été pillés. Je demande pardon au peuple burkinabé. Beaucoup de Burkinabés disaient que s'il avait prononcé ces mots, on en serait là, on n'allait plus demander quoi que ce soit, les gens allaient pardonner. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est la même chose qu'on demande à Blaise Compaoré, qui disent tout simplement, voilà, j'ai été chef d'État. Nul ne peut gouverner, et sans que du fait de sa gouvernance, il y ait eu des problèmes. Déjà, nous, on a d'ailleurs, il y a un monument qu'on appelle le monument de la paix qui représente très bien cela. Au niveau de ce monument, vous avez un fauteuil et à côté, vous avez du sang. Et le monument avait été conçu en son temps, c'était en 2001, pour qu'on, en fait, à l'occasion de la journée mondiale, journée nationale du moins, du pardon, pour qu'on puisse demander pardon. C'était la même chose. Donc, qu'ils s'adressent aux Burkinabés et leur disent, voilà ce qui s'est passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je vous demande pardon, on passe à autre chose. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci, vraiment. Nous étions en direct de Ouagadougou en espérant que ça aura permis à tous nos téléspectateurs de mieux comprendre la situation politique, économique, sociale et sécuritaire du pays des hommes intègres.